dans une grande forêt qui sent le cèdre, une forêt sombre. Un prince sur son cheval galope, il trace, comme on dit, il trace à travers la forêt. Il trace une grande clairière. Le prince arrête son cheval. Il arrête son cheval et il s'approche de la maison. Il s'approche de la fenêtre. Et c'est la sœur aînée qui parle en premier, qui dit à ses sœurs: moi, si j'étais la femme du couturier du roi, je m'en donnerais. Je m'en donnerais de beaux vêtements, de belles soieries. Je serais la plus belle si j'étais la femme du couturier du roi. La sœur cadette se tourne vers ses sœurs et elle dit: moi, si j'étais la femme du cuisinier du roi, je m'en donnerais des gâteries, des gâteaux, des ripailles. Je me régalerais toute ma vie. Je m'en donnerais. Et la plus jeune qui dit: moi, si j'étais mariée au fils du roi, je lui donnerais 3 beaux enfants, avec le visage ovale, 2 garçons avec une étoile sur le front, et une fille avec une lune qui rejoint le haut du nez. Oui, je lui donnerais. Le jeune prince a entendu ceci. Il est rentré au palais, il en a parlé à ses parents. Il leur a dit les discussions de ces 3 jeunes filles. Et le lendemain, la garde royale a fait chercher les 3 jeunes filles. Elles sont venues dans la grande cour du palais. Le roi, la reine étaient là. Le jeune prince. On a fait rentrer les 3 filles. Et c'est le roi qui a dit à la sœur aînée: toi, tu as fait un rêve. Le roi sait tout. Tu as fait le rêve d'être mariée au couturier du roi. Eh bien, je te le présente. Il est là. Nous allons conclure le mariage dès cet après-midi. Toi, tu as fait le rêve d'être mariée au cuisinier du roi. Eh bien, je te le présente. Il est là, il est d'accord. Je te le présente. Et nous vous marierons cet après-midi. Et à la jeune fille, il lui a dit: toi, tu as fait le rêve d'être princesse en notre palais, future reine, femme de mon fils. Je te le présente et nous vous marierons cet après-midi. 3 mariages en même temps, 7 jours et 7 nuits de fête. C'était beau, tout le monde était heureux, sauf la reine-mère. La reine-mère qui disait à tous: c'est une souillon, c'est une sauvageonne, c'est une étrangère. Elle a ravalé ça, mais elle l'a pensé très fort. Souillon, sauvageonne, étrangère, chaque fois qu'elle la voyait, c'était ça. Vous savez, le travail de l'amour, le don de chaque jour, le bonheur d'être ensemble, la vie, quoi. La vie. Et puis cet enfant qui va venir. La princesse est enceinte. Alors, dans le palais, quand une princesse est enceinte, on va dans la grande tour qui est là. La grande tour où on donne les enfants. Elle est là, elle est assistée par 2 femmes. Dans cette ville, on les appelle les guet-au-trou. 2 guet-au-trou qui aident à l'accouchement. Un accouchement long, 30 heures d'accouchement, 30 heures de travail. Et au bout de 30 heures, elle met au monde un enfant au visage ovale, avec une étoile sur le front. Comme elle l'avait pensé, comme elle l'avait rêvé, quoi. Elle est heureuse, elle est exténuée, mais heureuse, fatiguée. Elle tend la main vers le berceau et elle s'endort. Les 2 dames s'endorment en haut de l'escalier. Elle est bien, la jeune fille. Les 2 dames s'endorment et elles n'entendent pas cette ombre qui monte l'escalier, et qui rentre dans la chambre, qui prend cet enfant par le pied, la tête à l'envers. Comment c'est possible ça? Un bébé, la tête à l'envers, qui ouvre la fenêtre et choufie par la fenêtre, jeté dans le fleuve,
qui contourne le château. À la place, elle met un petit chiot malade. Elle referme la porte et c'est seulement quand on entend la dernière marche de l'escalier qui grince que les dames se réveillent. Elles rentrent dans la chambre et voient ce petit chiot malade à la place de l'enfant qu'elles avaient vu pourtant. Et elles crient dans tout le palais. C'est une monstre, c'est une monstre. Venez tous, venez voir, c'est une horreur. Et tout le monde accourt, la reine-mère qui crie par-dessus tout. C'est une souillon, c'est une sauvageonne, c'est une étrangère. Tout le monde crie. Et le prince écarte la foule. Le prince qui s'approche de sa femme, vous savez, avec cette qualité de discernement qu'ont les hommes parfois quand ils n'ont rien compris. Il s'approche, il prend sa femme dans les bras. Il lui dit, laissons cet enfant au diable, nous en ferons d'autres des enfants. Ah ouais, il faut y aller au travail de l'amour parfois, hein. Il faut y aller au travail de l'amour. Parfois c'est dur, mais ils l'ont fait. La tendresse des corps, les caresses, les réconciliations le soir. Oui, un an plus tard à peine, elle attend un autre enfant. La tour qui est là, les deux dames qui arrivent, le travail est plus rapide, la porte est ouverte, on va dire. Un enfant avec un visage ovale, une étoile sur le front. Il est beau. Elle le prend dans ses bras, puis les deux dames le posent sur le berceau. Elle a la main alanguie, elle est épuisée, exténuée de tant de tension, d'amour. Tout le monde s'endort dans la tour et on n'entend pas cette ombre qui monte l'escalier, cette reine-mère qui gravit les marches, qui rentre dans la chambre, qui prend cet enfant par le pied, la tête à l'envers, ouvre la fenêtre et choufie dans la rivière l'enfant. À la place, elle met un chaton malade dans le berceau. Et quand la marche grince en bas, c'est les deux dames qui rentrent dans la chambre. Elles s'attendaient à quelque chose de monstrueux et là, ce chat malade à la place de l'enfant, elle crie, c'est une monstre, elle est monstrueuse. Et tout le monde accourt et la reine-mère qui accourt, qui crie encore plus fort. C'est une souillon, c'est une sauvageonne, c'est une étrangère. Le prince écarte tout le monde. Il prend sa femme dans les bras et lui dit, laissons cela, mais c'est la dernière chance que je te donne. Waouh, faut y aller au travail de l'amour, hein, quand même. Quand les mots sont maladroits, quand les mots ne sont pas forcément ce qu'on voudrait dire, mais qu'on les dit quand même. Faut y aller au travail de l'amour. Eh bien, ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait. Un an plus tard, la princesse attend un enfant. La tour, les deux dames. Et elle sort une petite fille, un bébé avec un visage ovale et une lune qui rejoint le haut du nez. Ouais. Elle est belle, sa fille. Elle oublie tout. Elle a la main alanguie. Elle s'endort et elle n'entend pas cette ombre qui monte, qui prend cet enfant, qui ouvre la fenêtre et choufie dans la rivière. À la place, elle coupe la tête d'un oiseau. Il y a du sang partout sur le corps de la mère, dans le berceau. Et quand les deux dames arrivent dans la chambre, qu'elles découvrent tout ça, c'est une horreur. Elle a mangé son enfant, qu'elle dit. Elle a mangé son enfant. Et elle a fini avec un oiseau. C'est ça qu'elle crie dans le château. Et quand la reine-mère arrive, c'est une souillon, c'est une sauvageonne, c'est une étrangère. Et le prince, quand il arrive, il lui dit à sa femme, « Je ne peux plus rien pour toi. » Il la prend par les cheveux,
il lui fait descendre les escaliers et ils vont au 7e sous-sol. Il enferme sa femme en prison, dans la pire des prisons. 15 ans qui passent. On va laisser ce prince parce que c'est trop dur pour tous. On va laisser ce prince déprimé à la fenêtre de son château là-bas, sur la rivière. Il regarde la rivière et il dit: ces enfants qu'elle m'avait promis, cette souillon, cette sauvageonne, cette étrangère, elle a raison, ma mère. C'est ça qui se répète en boucle. Et nous, on va aller plus bas sur la rivière. Alors bon, il y a des précédents dans l'histoire de l'humanité, hein, vous savez ça. Les nénuphars. Parlons-en des nénuphars. Hier, on parlait des asperges sauvages. Mais aujourd'hui, on peut faire un autre cours naturaliste quand même. Les nénuphars, il n'y en a plus des nénuphars. Vous avez remarqué, sur les rivières, il n'y a plus de nénuphars. Mais à l'époque, les nénuphars étaient porteurs, étaient solides. On jetait un enfant et hop, il flottait sur les nénuphars. Il naviguait, ouais. Et plus bas sur la rivière, il y a une île où un couple de vieux pêcheurs habite. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Ils en ont une petite tristesse, oui, bon. Et un soir, il revient de la pêche avec un petit garçon, vous savez, un visage ovale, une étoile sur le front. Il apporte à sa femme. Elle est heureuse, quoi. C'est l'accueil d'un enfant. On va élever un enfant, c'est beau. C'est beau. L'enfant va grandir. Un an plus tard, un autre enfant avec un visage ovale sur un nénuphar, incroyable. On l'accueille aussi. C'est beau. L'amour de tous les jours, cet enfant qui gazouille dans la maison. Voilà, c'est ça, quoi. Et puis, un an plus tard, encore une petite fille avec un visage ovale et une lune sur le front. 3 enfants qui vont grandir, qui vont être aimés, qui vont être éduqués. L'amour de tous les jours, le don de chaque jour, le bonheur d'être ensemble, l'abandon de soi dans le souci de l'autre. Cette phrase terrible. L'abandon de soi dans le souci de l'autre. En tous les cas, il y a de l'amour. Les enfants grandissent, ils sont bien avec leurs parents. Mais quand ils deviennent grands, ils entendent des voix quand même dans le village. Ils entendent des voix des autres qui leur courent après en leur disant des choses pas agréables. C'est les enfants de la rivière. Ils n'ont pas de père et ils n'ont pas de mère. C'est les enfants de la rivière. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. C'est les enfants de la rivière. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Et eux retournent voir leurs parents. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'on est les enfants de la rivière. Et le père dit: allez voir votre mère. Elle va vous expliquer. Ah, les hommes, hein, c'est pas facile d'être homme. C'est pas facile. Mais il est fatigué, il peut plus raconter ça. C'est trop d'émotions. Pour lui, il a vu ses 3 enfants arriver. Et puis maintenant, tout le monde le sait. Alors la mère leur dit: ben, je sais rien, moi. Je sais rien de plus. Je sais simplement que peut-être qu'il faudrait poser la question à l'oiseau de vérité. Aller sur la montagne noire. Encore une montagne. Aller sur la montagne noire qu'elle leur dit. Et le père du fond de son lit qui dit simplement: j'en sais pas plus, mais ne vous retournez jamais. Ne vous retournez jamais surtout. J'en sais pas plus. Waouh, il faut y aller avec ces petits indices-là quand même. Il faut faire une enquête encore. Il faut demander à droite, à gauche, sur le chemin: connaissez-vous la montagne noire? Alors, ils arrivent au pied de la montagne noire, oui. Au pied de la montagne noire. Les 3 enfants se réunissent. Sable. Et le frère aîné dit: bien, je vais aller sur le chemin. Je plante mon couteau dans le sol. S'il m'arrive malheur, mon couteau se remplira de sang. Et alors, vous y irez à ma suite. Il faut arriver jusqu'à l'oiseau de vérité. Il a commencé le chemin. Forêt de cèdre, je vous dis, forêt de cèdre. Chemin de sable, puis chemin de petits cailloux. Il n'y a plus d'arbres. Ça devient
dégagés. Ce sont de gros rochers avec de la mousse verdâtre. Et lui commence à entendre des voix derrière, des voix qui lui parlent d'un château, qui lui parlent d'un prince, qui lui parlent d'un escalier. Il entend ces voix, il a envie de se retourner, mais il saute d'un rocher à l'autre, d'un rocher à l'autre. Il voit le haut de la montagne. Quand il y a trop de voix dans ses oreilles, il se retourne. Et immédiatement, il est transformé en rocher, en gros rocher sur le chemin. Mousse verdâtre sur le rocher, immédiatement. En bas de la montagne, un couteau se remplit de sang. C'est le frère cadet qui va aller sur le chemin. Forêt de cèdre, sable qui devient petit caillou. La forêt se dégage, ça devient rocher mousse verdâtre. Il saute, il saute, il saute, il sait que son frère n'a pas pu ne pas se retourner. Alors, avec ses doigts, il écrase ses oreilles. Mais il y a des voix qui parlent, qui disent quelque chose de sa vie qui le concerne. Alors, il a envie de se retourner, puis à un moment, il ne se tient plus, il se retourne. Il est transformé en rocher de mousse verdâtre. En bas, il y a un couteau qui se remplit de sang. C'est la jeune fille au visage ovale qui prend le chemin. Elle sait que ses frères n'ont pas pu s'empêcher de se retourner. Alors elle prend des feuilles, elle se les enfonce dans les oreilles et elle commence le chemin. Sable, forêt de cèdre, sable qui devient petit caillou, puis gros rocher gris avec de la mousse verdâtre. Il n'y a plus d'arbres. Elle sautille de rocher à l'autre, elle écrase les feuilles dans ses oreilles. Elle sent qu'il y a quelque chose qui lui parle, qui parle à elle. Elle l'écrase en sautillant sur les rochers. Elle saute sur les rochers, elle a envie de se retourner, elle est proche de se retourner. Mais elle touche l'arbre de l'oiseau de vérité. Et quand elle a touché l'arbre, il y a un oiseau qui chante, il y a une source qui coule sur tout le chemin, qui va couler sur les rochers de pierre. Et ce sont des centaines d'enfants qui se lèvent libérés du sort. Centaines d'enfants sur le chemin qui montent immédiatement vers l'oiseau de vérité et qui font la file d'attente pour savoir de leur identité, quoi. Alors l'oiseau de vérité, à chacun va leur dire de leur vie, de leur parcours, de leur chemin. À chacun, il va leur dire quelque chose, l'oiseau de vérité. Et puis les trois qui vont arriver en dernier. Alors, vous voyez comme on ne comprend rien dans les histoires parfois, parce que franchement, moi je ne comprends rien. Mais il va leur donner une recette de cuisine, une recette de gâteau. Franchement, vous y comprenez quelque chose aux histoires, vous? C'est pas le moment quand même. Une recette de gâteau. Alors, ils ont fait la recette de gâteau de l'oiseau de vérité. Et ils sont allés sur le bord de la rivière. Et là-bas, sur le bord de la rivière, il y a un château avec un prince qui déprime depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Et puis, quand il voit arriver ces trois jeunes, là, il dit, mais c'est des enfants comme ça qu'elle m'avait promis. Cette souillon, cette étrangère. Oui, c'est des visages comme ça. Oui, ils auraient cet âge. Et il voit ces trois enfants s'avancer sur la rivière. Et quand le frère aîné porte le gâteau et que c'est la jeune fille qui va interpeller le prince. Prince, nous avons un gâteau pour vous, venez. Elle est gonflée quand même, parce que c'est pas ça normalement. On va vers le prince, c'est pas lui qui descend. Lui, il est tellement obscur dans sa tête, il a tellement de ténèbres dans sa tête, qu'il descend sur le bord de la rivière, qui s'approche de ses trois enfants, qui voit les étoiles, il voit la lune. Et le garçon qui lui dit, nous avons ce gâteau pour vous. Le cadet qui coupe le gâteau avec un couteau, qui donne une part au prince. Et quand le prince a cette part dans les mains, eh bien, c'est un gâteau
qui bouge. Il y a de la fourmi, il y a de la vermine, il y a des vers de terre, il y a des chenilles, alors ils jettent ça par terre. C'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Comment vous pouvez offrir un gâteau comme ça à un prince? Et c'est la fille qui a regardé le prince, son père, dans les yeux. Vous croyez pas que c'est possible, vous, un gâteau avec de la vermine et des vers de terre? Mais vous croyez que c'est possible qu'une femme mette au monde un chaton, un chiot et un oiseau malade? Vous croyez que c'est possible, ça? Et parfois, ben, les hommes, ça leur fait ça, vous savez. On penche la tête un peu. Et ça leur remet l'esprit. En tous les cas, à ce moment-là, le prince, il a eu des idées plus claires, plus lucides, comme ça. Et il a regardé ses 3 enfants. Il a compris que c'était ses enfants. Il les a accompagnés dans le sous-sol, le 7e sous-sol. Ils ont récupéré la mère, la reine-mère. Bon, alors je vous dis pas dans quel état elle était. Elle n'avait pas mangé depuis 15 ans, on y bu. Enfin, il y avait des rats, des vermines, mais elle a retrouvé ses enfants. Je ne pouvais pas vous parler de réconciliation. Hein. Elle ne va pas vivre avec lui. Avec ses 3 enfants, ils vont aller plus bas, sur la rivière. Ils vont trouver une maison, ils vont vivre heureux. Je ne vais même pas vous parler de ce qui est arrivé à la reine-mère, ça ne nous intéresse pas tout ça. En tous les cas, eux, ils vont vivre une vie, un chemin nouveau, et ça ouvre quand même de l'espoir dans la vie.